Salut Simon, Salut Raphaël, ça va? ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule, ça roule. Super. Écoute, bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Je vois qu'il y a déjà 13 personnes. Salut tout le monde. Du coup, on va attendre un tout petit peu, si tu veux bien, Simon, 2-3 minutes, histoire de laisser les gens arriver, terminer leur réunion, se Carrément. préparer un petit café pour tenir la petite heure avant de déjeuner, tout ça, tout ça. Il n'y aura pas besoin de café pour tenir, ça va. Non, il n'y aura Le pas besoin, sujet mais en bon, lui-même suffira, tu vois. c'est ça. Bon, c'est cool, je vois que votre actualité, elle est sympa en ce moment. Vous êtes sur pas mal de confs, de salons, tout ça. Bah écoute, la communauté produit est active, il se passe toujours plein de trucs et comme nous, tu vois, on travaille quand même beaucoup avec des gens du produit. L'immense majorité de nos utilisateurs sont des product managers ou des user researchers, tu vois, ce genre de profil. Donc, ouais, on participe à pas mal de choses, il y a pas mal de contenu, il y a beaucoup de. C'est une communauté qu'on a vu quand même pas mal se développer, tu vois, ces dernières années, dans laquelle il se passe beaucoup de Bien, choses. Donc, on essaie aussi d'accompagner ça, quoi. c'est clair, avec le sujet à la mode en ce moment. Notamment, ouais, notamment beaucoup de trucs autour de l'IA, ouais, c'est vrai. Ouais. Yes. Bon, en même temps, ça nous intéresse tous, donc on va pas se le cacher, hein. Moi, en tant que product manager aussi, c'est des sujets sur lesquels en ce moment, on est à fond, Ouais. hein. Ouais, On va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui, alors, du coup. carrément. Et ben, moi, ce que je te propose pour faire arriver les prochains participants, bah, simplement déjà que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas et Ouais, présenter peut-être Scrib aussi en 2 mots, quoi. carrément. Bah, écoute, si tu veux, je partage mon écran pour expliquer tout ça. Donc, vraiment ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Raphaël, pour l'invitation. Donc, moi, je suis Simon, je suis l'un des cofondateurs en charge du produit chez Scrib. Ça fait une petite quinzaine d'années maintenant que je fais du produit, notamment dans du SaaS B2B. C'est vraiment là-dessus que moi je suis spécialisé depuis ouais, une petite quinzaine d'années. Et, euh, et on travaille sur Script depuis 5 ans maintenant, avec comme mission d'aider les équipes produits à se connecter un peu avec leurs utilisateurs au quotidien pour pouvoir améliorer l'expérience de leurs produits. C'est vraiment à ça que sert notre outil. On le fait dans un peu plus de 35 pays aujourd'hui, un peu plus de 1000 équipes produits qui utilisent notre plateforme tous les jours, dans différentes industries, beaucoup d'acteurs de l'e-commerce, du retail, mais aussi beaucoup de SaaS B2B, des acteurs de la santé. Voilà, on travaille un peu dans toutes les industries, mais vraiment avec les équipes produits dans ces boîtes-là. Et alors peut-être que certaines des personnes qui sont connectées aujourd'hui nous connaissent historiquement pour de la collecte de feedback. C'est là-dessus que nous, on a commencé il y a 5 ans. Mais depuis, notre plateforme, elle s'est quand même pas mal étoffée parce que autour de la collecte de feedback, on a construit pas mal de choses pour aider nos utilisateurs en amont à identifier les points de friction dans leurs produits, où est-ce que leurs utilisateurs rencontrent des problèmes. À partir de ça, ils vont pouvoir du coup venir les interroger pour comprendre comment est-ce que les gens vivent leur expérience dans le produit, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et collecter de la donnée un peu quali. Et puis toutes ces données, quanti et quali qu'on vient collecter dans Script, on peut les analyser, notamment avec l'IA. Donc c'est un peu l'idée aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous partager comment est-ce qu'on est arrivé à construire un peu ces choses-là. Et puis enfin, vraiment, l'objectif, c'est d'aider nos clients à prioriser les sujets qui vont avoir le plus d'impact en termes d'amélioration de l'expérience utilisateur. Mais donc, quand ces nouvelles fonctionnalités ou quand ces améliorations sortent dans le produit, tu peux revenir dans Scribe pour annoncer ces nouveautés et venir guider tes utilisateurs. Donc, on a aussi des briques de Product Tour, de messages in-app pour un peu boucler la boucle et dire, tiens, toutes les personnes qui rencontraient un problème à tel endroit et qui m'ont expliqué comment est-ce que je pourrais améliorer leur expérience, je peux revenir vers elles et leur dire ça y est, on vous a entendu, c'est disponible, cliquez ici pour le découvrir. Donc,
Donc, on essaie voilà, de couvrir un peu la chaîne complète des différents projets que peuvent mener des équipes produits avec des briques Observe, Ask, Analyze et Guide. Donc, voilà un peu qui on est et ce qu'on fait chez Scribe, quoi. Super clair. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est quand on a préparé un peu ce webinaire avec Raphaël, c'était peut-être de faire un petit focus justement sur cette partie analyse et notamment comment est-ce qu'on a intégré de l'IA, nous, dans Scribe. Clairement, l'IA pour les équipes produits, c'est peut-être le sujet de discussion numéro 1 en ce moment. Mais en fait, il y a beaucoup de discussions qui tournent autour de comment utiliser les outils d'IA pour être plus efficace en tant que product manager, en tant que user researcher, comment je vais synthétiser mes interviews utilisateurs, comment je vais centraliser et analyser l'ensemble des feedbacks que je reçois des différentes sources. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de discussions qui tournent autour de ça, mais il y en a encore un petit peu moins sur comment concrètement je fais pour utiliser ces technologies au sein de mon produit et c'est quoi un peu les grandes étapes par lesquelles je vais devoir passer, les erreurs qu'il faut essayer d'éviter, etc. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est peut-être de vous partager, nous, notre retour d'expérience chez Scribe, par quoi on est passé pour arriver jusqu'à on a des features basées sur de l'IA dans notre produit. Pourquoi on l'a fait, les erreurs qu'on a pu commettre aussi au passage, les choix, y compris technologiques, un peu qu'on a pu réaliser pour voilà, vous partager ce retour d'expérience en espérant qu'il puisse être utile à un maximum d'entre vous et qu'il puisse répondre aux questions que vous êtes peut-être en train de vous poser en ce moment dans vos organisations, quoi. Donc, l'agenda un peu que je propose pour aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à l'IA, comment est-ce qu'on a mené des premières expérimentations à l'époque, fin 2022. Comment, au-delà de ces expérimentations, on est après passé à l'échelle et vraiment on a déployé en production des fonctionnalités qui sont utilisées par tous nos clients aujourd'hui. Concrètement, comment on a fait ça, notamment les différentes options en termes de choix technologiques qui peuvent s'ouvrir à des équipes produits quand elles veulent se lancer sur ces fonctionnalités. Et puis un point qui est important, je pense, à rappeler, c'est un peu une porte ouverte que je vais enfoncer, mais il y a quand même un sujet de qualité de la donnée à côté duquel il ne faut pas passer quand on est une équipe produit et qu'on veut sortir des fonctionnalités basées sur l'IA. Voilà en gros le programme que je vous propose pour aujourd'hui. Et du coup, alors je me mets pas en mode présentation là dans mes slides, parce que sinon je ne vois plus le chat, les questions et tout. Mais donc en tout cas, n'hésitez pas à les relayer. S'il y a des choses qui sont pas claires ou vous voulez que je creuse, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir m'interrompre et venir poser des questions. Et Raphaël, si tu vois des choses à côté desquelles je passe, n'hésite pas à m'interrompre aussi, quoi. Yes, évidemment, t'inquiète pas, je m'occupe de cette partie-là et de la facilitation et puis je te laisse tranquillement nous raconter l'histoire. Super. Du coup, premier point, donc pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à l'IA? En fait, comme je le disais, nous, le point de départ de Scribe, c'est cette partie collecte de feedback utilisateur. C'est vraiment par ça qu'on a commencé il y a 5 ans. Avec, à l'époque, le constat qu'on fait quand on lance Scribe, c'est que tout le monde a besoin de pouvoir poser des questions à ses clients, à ses utilisateurs, mais en général, les gens ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. Donc, on a cherché d'abord à comprendre si c'était une fatalité. Est-ce que les gens ne répondraient plus jamais quand on les interroge sur Internet? Ou est-ce qu'en changeant l'expérience de questionnaire en ligne, on pouvait faire en sorte que les gens nous répondent davantage? Et donc, on a beaucoup travaillé, nous, sur l'expérience des répondants, ce qui fait qu'on a considérablement augmenté les taux de réponse. En moyenne, nos surveys ont des taux de réponse situés autour de 60%. Donc, ça fait voilà, beaucoup plus de données, et des données de meilleure qualité pour nos clients. Mais ça a très, très vite, dans l'histoire de Scribe, amené 2 grandes questions. Ces questions, c'était comment je fais, moi, en tant que product manager, pour aller poser les bonnes questions aux internautes, à mes utilisateurs. Et 2, comment est-ce qu'on fait pour analyser autant de réponses? Parce que c'est très bien d'augmenter les taux de réponse, mais donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de données à analyser. Et en vrai, parfois, on a des gens qui disaient, mais moi, je ne peux pas en fait analyser toutes ces réponses-là. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous aider dans Scribe à analyser toute cette quantité de données? Ça, c'est les 2 grands problèmes finalement qu'on avait avant d'utiliser de l'IA et auxquels on avait un peu de mal à répondre. En fait. Sur le premier problème, comment poser les bonnes questions,
ce qu'on a essayé de faire, c'est notamment de sortir des bibliothèques de templates, parce qu'on a toujours dans le produit, on a une cinquantaine de templates différents, ce qui permet à nos clients d'avoir de l'inspiration. Soit ils utilisent les templates tels quels, ou ils peuvent les modifier, ou alors ils se disent « Ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé que je pouvais interroger mes utilisateurs là-dessus », et les templates m'aident à avoir des idées de questions à poser. Mais quand vous savez déjà ce sur quoi vous voulez interroger vos utilisateurs, mais que vous ne savez pas comment les interroger de la bonne manière pour obtenir un maximum de réponses, les templates, ils ne vous aident pas. Parce que les templates ne sont pas forcément parfaitement alignés avec le sujet sur lequel vous souhaitez interroger vos utilisateurs. Voilà, c'est un peu la première limite qu'on avait là-dessus. Et sur la deuxième problématique, qui est comment j'analyse autant de réponses, parce qu'on a parfois, pour certains clients, on peut collecter des millions de réponses par mois, littéralement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les analyser, en fait, toutes ces réponses-là? Et alors, on a testé plein de trucs, notamment ce genre de nuages de mots-clés ou de nuages de thématiques qui ressortent des feedbacks, mais de manière très honnête, ça ne marchait pas très bien. Moi, je vous dis, ça fait 15 ans que je fais du SaaS B2B, et notamment, j'avais fondé une première boîte en 2013 qui faisait de l'analyse des conversations sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pareil, c'est une problématique qu'on avait déjà à l'époque de, je sais pas, j'ai des dizaines de milliers de tweets à propos d'un sujet. Comment je fais pour en ressortir les thématiques récurrentes et tout? Et en vrai, les technos dont on disposait à l'époque pour faire ça, et même il y a 5 ans pour faire ça, marchaient pas très bien, quoi. C'était pas très pertinent dans la capacité à ressortir des bonnes thématiques, quoi. Donc, bah, on avait une réponse qui était assez imparfaite à ce besoin de comment je fais pour analyser autant de réponses. Et puis, bah, il s'est passé un truc en novembre 2022. Il y a la sortie de ChatGPT. Et je pense, comme énormément de gens, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de la puissance des modèles qui étaient développés par OpenAI et d'autres, parce que bah, l'interface et l'expérience nous a permis d'expérimenter, de tester, même à titre perso, beaucoup plus vite, c'est de se dire « Ah ouais, en fait, quand même, ça marche bien. » Ce n'était pas une grosse nouveauté technologique à ce moment-là, parce que les modèles, en fait, existaient déjà, mais ils ont rendu l'utilisation de ces modèles plus intuitif, plus facile. Et c'est très humblement, là aussi, moi, à ce moment-là, que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait de la puissance là-dedans et que ça pouvait peut-être nous aider, du coup, à répondre à ces deux problématiques qu'on avait. Et depuis 2 ans, on avait un peu du mal à répondre à ces problématiques. Et donc, c'est pas tant via ChatGPT, mais plutôt via le playground d'OpenAI qui permet de, pas via ChatGPT, mais via cette interface-là, de leur envoyer aussi un peu plus de données et de jouer avec l'écriture des prompts et tout, qu'on a commencé à tester des choses. Ou alors, parfois, en bricolant un peu, parce que ce qui s'est passé aussi à l'époque, c'est qu'il y a pas mal d'outils qui ont commencé à intégrer les modèles d'OpenAI dans leur outil, et notamment Zapier, que moi j'utilise régulièrement. Et en fait, j'ai retrouvé un peu les vidéos que j'avais partagées sur Slack à l'époque dans l'équipe en disant, bah, vous savez, ce problème qu'on a, où on a plein de clients qui nous disent, je ne sais pas comment bien formuler nos questions, bah, en bricolant via Zapier, j'avais fait un petit formulaire en ligne en disant, bah, tiens, voilà ce qu'on pourrait avoir dans notre produit. Ça pourrait être un champ de texte comme ça, où les gens diraient, bah, tiens, j'aimerais interroger mes gens sur comment je peux améliorer l'onboarding de mon produit. Et en fait, ça passait dans Zapier, ça me formulait un peu des réponses, et enfin, en tout cas plutôt des suggestions de questions, et ça les mettait dans un Google Doc. Donc, très très loin d'être prod ready, évidemment, mais c'était juste pour prouver en interne que sur une question comme ça qui peut être posée par des utilisateurs de notre plateforme, bah, en fait, l'IA, le modèle de ChatGPT, en l'occurrence, bah, pouvait nous faire des suggestions de formulation. C'était juste un POC très interne, mais pour montrer à l'équipe qu'en fait, ça pouvait marcher. Et sans aussi solliciter l'équipe tech, ça, en fait, en tant que product, j'ai pu faire ce bricolage tout seul, mais juste pour prouver que ça pouvait nous donner une réponse en sortie, quoi, qui répond aux attentes, aux besoins exprimés par nos utilisateurs. Et de la même manière, sur la partie plutôt analyse, en fait, je suis allé dans le compte de certains de nos clients qui avaient du coup pas mal de volume de réponses et tout, en m'assurant bien sûr que j'envoyais aucune donnée personnelle à propos des clients de nos clients, mais en collant des feedbacks comme ça dans le playground de ChatGPT et en ayant un prompt très basique pour tester, mais en disant, bah, tiens, à partir de ces 1000 feedbacks,
fais-moi des suggestions d'amélioration qu'on pourrait apporter au produit. Et vous voyez, en fait, très rapidement, j'avais une réponse et souvent qui était identique à l'analyse qu'on pouvait faire manuellement de l'ensemble de ces feedbacks. Parce que soit parfois on le faisait pour nos clients, ou alors certains de nos clients me disaient, moi, le premier truc que je fais quand j'arrive au boulot le matin, c'est j'ouvre Scribe et je vais lire les feedbacks de la veille et ça me permet de comprendre les tendances un peu qui sont en train de naître dans les feedbacks. Et ce que nos clients nous partageaient comme résultat de cette analyse qu'ils faisaient manuellement, l'IA nous la donnait en 3 secondes, quoi. Donc on s'est dit, OK, là, on a probablement avec cette technologie dont on vient de comprendre la puissance, la possibilité de répondre à ces 2 enjeux forts auxquels on n'arrivait pas à répondre depuis 2 ans. En fait. Voilà. Et donc, En fait, tu as fait ça. En fait, c'était un peu ton MVP, quoi, ça. c'est même pas du MVP parce que tu vois, c'est pas intégré dans le produit. Ouais. C'est vraiment de l'expérimentation très, très bricolée et que j'ai fait tout seul en tant que product. Là, j'ai jamais sollicité un dev pour faire ça à ce moment-là, tu vois, à ce stade-là. Mais concrètement, il n'y a rien qui pouvait empêcher tes clients non plus de faire le même exercice tout seul de leur côté, de leur faire cette petite machine, quoi. Bien sûr, mais justement, alors on est quand même au début de la sortie de ChatGPT, donc c'est encore des early adopters quand même malgré tout, quoi, tu vois. Mais on a certains clients, bien sûr, qui eux-mêmes avaient fait ces tests-là, évidemment. Mais donc maintenant, l'idée, c'était comment, sans demander cet effort-là à nos users, d'aller dans ChatGPT, de suggérer des questions ou de faire de l'analyse des réponses, comment est-ce qu'on simplifie la vie de nos users et comment est-ce qu'on intègre ça directement dans le produit, tu vois. Donc, c'est intéressant. avec ces premiers bricolages, tu vois, ou tests, expérimentations que moi j'avais pu faire, après, justement, ça m'a permis de convaincre en interne que sans que ce soit très coûteux en termes de temps de l'équipe, on allait pouvoir commencer à intégrer ces briques-là dans notre plateforme, tu vois. Et donc, typiquement, cette analyse des feedbacks, on l'a intégré directement dans l'outil. Là, pour le coup, plutôt un premier MVP, tu vois, c'est-à-dire phase 1, j'ai bricolé moi dans mon coin. Phase 2, là, j'ai demandé à quelqu'un de travailler avec moi pour intégrer une première version de cette analyse dans notre produit et que nos clients, en un clic, ils puissent avoir cette réponse-là sans qu'ils aient besoin, eux, de faire des exports, d'aller penser à la bonne formulation du prompt. Finalement, c'est nous qui avons intégré tout ça et qui leur permet de gagner beaucoup de temps. Donc, on l'a fait sur l'analyse des feedbacks et puis on l'a fait sur aussi l'écriture des surveys, la bonne formulation de questions, où là, nous, l'expertise qu'on peut avoir en fait sur ces 2 sujets, c'est on a observé à l'époque depuis 2 ans et maintenant depuis 5 ans, qu'est-ce qui marche en termes de bonne formulation des questions pour que les gens répondent, comment est-ce que tu formules bien un prompt pour qu'il te donne une analyse, une synthèse ou des recos d'amélioration produit qui soient pertinentes et qui ne soient pas trop vagues, etc. Donc, ça, c'est du coup une couche qu'on peut apporter, que nos clients finiraient peut-être par avoir, eux, à force de tests aussi de leur côté, mais là, ils l'ont clé en main dans la plateforme. Et ça, tu l'as. En gros, tu étais au tout début de ChatGPT. Je ne sais pas si à l'époque, déjà, ça existait tu vois, fine-tuner ou avoir des prompts hyper quali. Comment tu as fait pour t'assurer de la qualité en fait du livrable derrière pour pouvoir ensuite le proposer à tes clients? Donc ça, on l'a fait de manière assez itérative. Donc on l'a d'abord, nous, testé pas mal en interne, tu vois, sur les données de nos comptes, les données de tests qu'on peut avoir, mais aussi parfois en utilisant des données de nos clients, tu vois, encore une fois, toujours en s'assurant de tout était bien anonyme et tout, quoi. Mais donc, ça nous a permis de dire, OK, on peut sortir une première version qui nous semble, d'après nos tests, bien fonctionner. Ce qu'on a fait aussi, c'est que toujours pour être le plus agile possible, le plus itératif possible, en fait, on s'était créé une room sur Slack où toutes les requêtes qui étaient faites par nos clients et les réponses qui étaient formulées par l'IA, elles arrivaient en continu dans cette room. Et donc, nous, on surveillait un peu en continu tous les jours le contenu de cette room pour dire, oh, attends, là, la personne, elle a demandé de formuler une question, la réponse n'avait rien à voir. On le constate en temps réel, tu vois, on le note et comment est-ce qu'on s'assure que ça ne se reproduise pas trop? Est-ce qu'il faut qu'on améliore le prompt? Est-ce que, tu vois, il y a aussi régulièrement des nouveaux modèles qui sortent. Est-ce qu'il faut qu'on teste un nouveau modèle parce qu'en fait, il va être plus performant sur ce genre de requête? Pareil,
sur l'analyse des feedbacks, tu vois, est-ce que typiquement cette catégorisation, elle marchait dans pas mal de cas, dans plein d'autres cas, elle n'était pas du tout pertinente, on se retrouvait avec des totaux, des pourcentages qui étaient au-dessus de 100%, tu vois, par exemple, voilà, on avait souvent des trucs qui marchaient pas bien là-dessus. Ça, on a pu vite le voir en conditions réelles et ensuite itérer, tu vois, pour que ce soit de plus en plus pertinent, quoi. Voilà un peu comment on a fonctionné là-dessus. Mais ça restait, tu vois, comme je disais, des MVP, là, pour le coup, dans le produit, mais des toutes premières versions pour nous permettre de tester. Et après, à partir de ça, réfléchir à comment est-ce qu'on passe à l'échelle et comment est-ce qu'on va plus loin que ces toutes premières versions. Donc ça a été un peu l'étape d'après pour nous. Yes. Et tu vois, nos premières expérimentations, elles ont été beaucoup faites, du coup, sur ces deux grands pain points qu'on avait chez nos clients, qui étaient comment je formule les bonnes questions, comment j'analyse les réponses. Et donc, on a, pour passer à l'échelle, le truc qu'on a toujours essayé de garder en tête, c'est quelle valeur est-ce que tout ça va apporter pour nos utilisateurs. Parce que c'est un peu le revers de la médaille, je trouve, de l'IA, c'est qu'en fait, tout est devenu possible aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire que on peut, même nous en tant que product qui ne savons pas toujours coder, on peut faire des trucs maintenant en vibe coding, tu vois, on peut faire des trucs comme ça. Donc en vrai, tout est devenu possible en termes de nouvelles features, même du coup, les développeurs eux-mêmes se saisissent de ces outils-là, les cursors, les copilotes dans GitHub et tout. Donc en fait, ils peuvent faire beaucoup plus de choses qu'avant. Et il y a plein de use cases qui sont aussi possibles maintenant parce qu'on peut manipuler beaucoup de données, on peut générer des contenus, etc. Et donc, il y a plein de use cases qui étaient impossibles avant qui sont aujourd'hui possibles. Donc, on peut faire plus de choses en termes de capacité à livrer et il y a plein de trucs qui sont rendus possibles qui étaient impossibles avant, même si on y dédiait du temps. En fait. Donc, le grand enjeu, c'est le cœur de notre rôle en tant que product, c'est de bien prioriser et de s'assurer qu'on travaille sur les bons sujets. Puisque tout est possible, bah, notre rôle n'a peut-être été jamais aussi important aujourd'hui qu'avant, quoi. C'est choisir les bonnes thématiques sur lesquelles travailler. Ouais, ton conseil un peu, c'est attention au bruit, quoi. C'est-à-dire, faut pas oublier l'essence même. Ouais, exactement, c'est ça. Attention à pas se disperser et c'est pas parce que tout est possible qu'il faut tout faire. Et donc la question qu'on doit garder en tête toutes et tous dans notre quotidien, c'est quelle valeur on va délivrer à nos utilisateurs, quoi. Et c'est ça qui doit guider nos choix quand on veut ensuite passer à l'échelle. C'était facile d'identifier le premier ou les deux premiers sujets sur lesquels travailler grâce à l'IA, qui allait délivrer de la valeur pour nous, mais après, on a sorti plein d'autres trucs et on s'est toujours efforcé, vous allez voir, on n'a pas toujours réussi à faire ça, mais on s'est toujours efforcé à garder en tête cette question de quelle valeur est-ce que je vais délivrer à mes utilisateurs. Donc, quand on a voulu après amener plus d'IA dans le produit, bah, on a cherché à répondre à cette question. Et donc, maintenant, dans le produit, on peut créer des surveys complets à partir de l'IA. Donc, je vais juste donner une thématique. Il ne va pas juste me formuler une question, mais il va me créer un flow de questions-réponses, etc., conçu pour maximiser les taux de réponse et les taux de complétion. On est allé plus loin que le MVP sur l'analyse des contenus. Maintenant, on a des tableaux de bord complets qui fournissent toujours de la synthèse, mais qui viennent aussi sortir un peu du SWOT, les feedbacks représentatifs, des grandes questions auxquelles on va trouver des réponses. Ça, on permet à nos clients de venir maintenant le customiser un peu en venant amener des infos sur leur entreprise, sur leur secteur d'activité, pour que l'analyse soit plus adaptée à leur contexte à eux et qu'elle ne soit pas générique et la même pour tout le monde, comme on a pu le faire dans les premières phases. On a sorti, je le disais, nous, on vient du feedback, mais on a sorti d'autres fonctionnalités, par exemple du session replay dans la plateforme. Et donc, on utilise aussi l'IA pour vous faire des synthèses des sessions, proposer des replays à regarder en priorité, parce que ce qu'on avait identifié avec les autres solutions de session replay, c'est que c'est hyper chronophage d'aller identifier les bonnes sessions qui sont pertinentes, sur lesquelles il faut se concentrer. Bah, l'IA nous permet d'analyser des grandes quantités de données, de les synthétiser et de dire, tiens, parmi les 5000 sessions que tu as enregistrées, voilà les deux que tu devrais regarder en priorité parce qu'elles sont particulièrement représentatives de ce que font tes users, ou à l'inverse, elles sont très atypiques,
il y a beaucoup de problèmes, concentre-toi là-dessus pour avoir un maximum d'impact, quoi. Donc ça, c'est un bon exemple de voilà comment l'IA peut nous aider à amener plus de valeur aux utilisateurs et n'est pas juste un gadget ou alors je fais des features parce que je suis en capacité technique de les faire, mais en vrai, elles vont servir à rien. Et ça nous est arrivé de faire cette erreur-là. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce que typiquement, on avait sorti une feature qui s'appelait des learnings, où en fait, ce que ça permettait de faire, c'était euh, vous êtes en train de regarder un tableau de bord dans la plateforme, vous pouvez prendre des notes. Voilà ce que je suis en train d'apprendre en lisant ce tableau de bord, quoi. Et ensuite, on avait la capacité de venir interroger en langage naturel toutes les notes qu'on avait prises. Donc sur le papier, c'est cool. Tu te dis, bah, là, je suis en train de lire des feedbacks ou je suis en train de regarder des sessions et je me rends compte qu'il y a un problème dans l'onboarding sur l'app mobile. Ok, bah, je vais le noter, il y a un problème qui est rencontré par telle et telle personne. Voilà ce que j'apprends dans les feedbacks. Et après, bah, dis-moi tout ce que tu sais à propos de notre app mobile. Et donc là, il va te sortir ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, mais uniquement basé sur les notes. Ce dont on s'est rendu compte, donc c'était possible parce qu'il y avait eu des évolutions, le système de RAG, etc., qui permettait de donner des données au modèle et sur lesquelles il allait se baser pour formuler ses réponses. Donc, techniquement, il y a un truc qui était devenu possible qui n'était pas avant, donc on a sorti une feature, mais on s'est rendu compte qu'elle répondait à aucun besoin des utilisateurs. Ce dont avaient besoin les users, c'était pas d'interroger des notes qu'eux-mêmes avaient déjà prises, mais d'aller interroger la donnée directement, en fait, quoi, qui était forcément plus riche que celle qui était avec un proxy au milieu de la note, quoi. Sauf que ça, c'était pas forcément faisable, parce que là, pour le coup, ça faisait des très grandes quantités de données, même pour des RAG. Et là, maintenant, ça redevient possible. Il y a des nouvelles évolutions technologiques, donc c'est des sujets qu'on repriorise. Mais c'est un bon exemple de, à un moment donné, on a quand même, nous aussi, été un peu grisé par tout ce qui était possible. Et donc, on a fait des features en oubliant qu'elles devaient quand même répondre à des besoins utilisateurs et elles devaient d'abord délivrer de la valeur aux utilisateurs. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est que pour moi, c'est un des grands enseignements de ces 2 dernières années avec l'IA. C'est qu'en fait, tout est tellement possible que quand vous souhaitez faire des choses, il ne faut pas oublier qu'avant tout, ça doit être utile et que ça doit apporter de la valeur aux utilisateurs. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et en fait, ça permet aussi finalement au PM de revenir vraiment à l'essence même de son métier. L'IA va accélérer sur les tâches les moins à valeur ajoutée et nous permettre justement de nous focuser sur ce qui est important, les utilisateurs, le business, etc., quoi. Ouais. Et surtout, attention à pas se faire manger par ce que tu dis, hein, attention à pas se faire manger par la hype, à vouloir en mettre partout. Revenons à vraiment ce qu'on doit faire, c'est-à-dire comprendre vraiment le besoin de nos utilisateurs. Je vais Ouais. essayer de résumer très rapidement. J'ai des questions, Simon, peut-être on peut Ouais. en prendre quelques-unes ou pas? Carrément, bien sûr. Juste pour compléter ce que tu disais, Ouais, avant de passer aux questions, moi, je trouve que ce qui est hyper sain, c'est quand une équipe tech et produit fait des choix en se disant, bah, en fait, là, on va sortir la feature et il y a pas d'IA dedans, on s'en fout, il n'y en a pas besoin. En fait. C'est pas parce qu'on pourrait en mettre que c'est toujours nécessaire d'en mettre, malgré la hype ou malgré un autre truc que nous, on voit chez certains de nos clients, la direction qui arrive en disant, faut faire de l'IA, faut faire de l'IA. Bah, c'est toujours compliqué de leur dire non. Mais en fait, parfois, c'est aussi à ça qu'on essaye d'être utile avec une plateforme comme Script, mais c'est de pouvoir arriver en disant, bah, en fait, voilà les besoins de nos clients, les pain points qu'ils ont. L'IA va pouvoir nous aider à sortir tel et tel use case qu'on ne pouvait pas faire avant en apportant plus de valeur. Mais en fait, ce truc-là, on va le traiter, il n'y aura pas d'IA, il n'y en a pas besoin, mais ce n'est pas grave parce qu'à la fin, on va apporter de la valeur à nos users. Si on arrive à faire ça en tant qu'équipe produit, c'est là qu'on a gagné et que notre rôle est vraiment très important, en fait, quoi, je pense. yes. Et ça va aller avec une des questions que Damien nous pose. Mais c'est aussi, attention, l'IA, ça coûte cher. Ça coûte cher pour la boîte en question, ça coûte cher pour les utilisateurs. Surtout qu'avec les systèmes actuels, on est plutôt au token, on paye au token, ou en tout cas à l'utilisation. Et donc, ça peut vite revenir cher. Et du coup, la question, c'est comment vous avez géré le coût? Est-ce que c'est le client qui paye en plus pour ses features IA ou est-ce que c'est compris dans la licence initiale?
Alors, la réponse, elle est un peu à mi-chemin, c'est-à-dire que j'en parle juste après, mais en vrai, ça coûte pas nécessairement cher en fonction des choix que tu fais Ok. technologiques, en fait. Voilà, donc ça, j'y reviendrai juste après. Par contre, évidemment, c'est jamais gratuit non plus. Même si c'est pas cher, c'est jamais gratuit. Nous, ce qu'on a fait, c'est que il y a certaines fonctionnalités qui sont pas disponibles dans nos tout premiers plans d'abonnement. Mais par contre, après, c'est toujours inclus. C'est jamais à la consommation. Peut-être qu'on Yes. changera ça dans le futur, hein, j'en sais rien, mais c'est jamais à la consommation et c'est inclus dans nos plans. Et donc, quand vous achetez Script, vous achetez la plateforme entière, toutes les features, pas juste une brique. Et vous achetez du coup aussi la brique Analyze, quoi, du coup, qui fait partie de toute la plateforme. Et donc, c'est inclus dans nos plans de pricing, quoi. Ok, trop cool. Est-ce que j'ai une autre question? On va prendre la question Camélia pour l'analyse des replays. Est-ce que l'IA a la possibilité d'analyser la partie vidéo, gestes, mimiques de la personne, etc., ou juste l'audio de l'enregistrement? Alors, en l'occurrence, c'est ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait, le session replay, comment ça marche techniquement, on n'enregistre pas vraiment des vidéos. Ça serait beaucoup trop lourd, en fait, d'avoir une vidéo qui est enregistrée sur l'ordinateur du visiteur et qui après serait uploadée jusqu'à chez nous. Donc, tous les outils de session replay fonctionnent de la même manière. En réalité, on enregistre toutes les actions de la personne, donc le déplacement de la souris, le clic, etc. Et on enregistre, on fait un peu une capture, mais là aussi en format texte, du contenu de la page. Donc du code, en fait, finalement, de la page, avec tous les contenus, avec les couleurs, etc. Et donc, quand vous regardez le replay dans votre outil de replay, que ce soit Scribe ou un autre, en réalité, ce qui se passe quand vous cliquez sur Play, c'est qu'on remélange les deux. On remélange le contenu qu'on a extrait de la page et on rejoue tous les événements, les déplacements et tout. Donc, c'est jamais des vidéos, c'est que des fichiers texte, en fait, qu'on manipule sur du session replay. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on peut le donner facilement à l'IA. Même si j'en parle après, alors, si vous voulez, je peux jumper à ça et on reviendra après sur les éléments techniques parce que c'est justement là-dessus que j'ai illustré ça, c'est que ça nous a, nous, demandé cette fonctionnalité-là de bien nettoyer la donnée, en vrai. Et ça, c'est aussi un enseignement que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que la qualité de la donnée que vous allez donner à l'IA pour pouvoir générer une synthèse ou peu importe, mais en tout cas votre feature basée sur l'IA, la qualité de la donnée, elle est fondamentale. Et en fait, je résume ça en garbage in, garbage out. C'est que si vous donnez de la donnée de mauvaise qualité à l'IA, elle va vous sortir quelque chose de mauvaise qualité aussi. En fait, quoi. Et en fait, on dit souvent que désormais, la donnée, c'est devenu une commodité. On a tous beaucoup de données, mais en réalité, c'est pas vrai. La donnée de mauvaise qualité, c'est une commodité. La donnée de bonne qualité, si on est un peu honnête avec nous-mêmes, dans la plupart des boîtes, c'est pas si fréquent que ça. Et ça m'arrive d'être en phase d'audience de product manager et je demande aux gens qui, honnêtement, est content de la qualité de son tracking, qualité de sa data. Et ben en fait, il y a peu de mains qui se lèvent en général. Et souvent, un projet de sortir une feature d'IA doit commencer par c'est quoi la donnée que j'ai, c'est quoi la qualité de cette donnée, comment je fais pour nettoyer cette donnée, et après, je vais aller la donner à l'IA et là, je vais commencer à travailler sur mon prompt et pour avoir quelque chose qui va sortir et qui sera utile, quoi. Et un exemple de ça, c'est quand justement on a voulu sortir, vous voyez, cette synthèse des sessions dans notre session replay pour répondre au problème de c'est très chronophage, j'allais consommer les sessions. Ben, en fait, les premiers tests qu'on faisait, ça nous sortait ce genre de truc. Donc, les gens naviguent sur différentes pages et ils interagissent avec des éléments comme des text areas, des boutons. Ils resize la taille de leur fenêtre. Ben, en fait, ça sert à rien. Ça nous apprend absolument rien, quoi. Donc, c'était inutile comme synthèse et comme fonctionnalité. Et en fait, c'est qu'on a compris que c'est parce qu'on envoyait la donnée brute du session replay au modèle d'IA. Mais ces données brutes, elles sont très techniques. C'est justement, j'ai interagi avec une textaria et avec un bouton, mais par défaut, on n'avait pas le label du bouton, par exemple, parce qu'on n'en avait pas besoin pour rejouer la session. Et en fait, l'IA, elle ne pouvait pas deviner que c'était un bouton qui s'appelait envoyer, par exemple. Donc,
il a fallu, nous, pour que cette synthèse soit utile, qu'on ajoute une étape intermédiaire pour venir expliciter la donnée, en l'occurrence. Et que entre la donnée qui était collectée pour le session replay et l'IA, on vient de dire c'est un bouton qui s'appelle envoyer, c'est un texte AREA qui avait tel placeholder, toutes les infos qui permettaient d'expliciter la navigation du visiteur ou de l'utilisateur, on les ajoute ou on les remplace dans le fichier du session replay pour envoyer ça à l'IA qui maintenant sait que la plupart des gens, ils cliquent sur un bouton envoyer et ils ont une erreur avec tel message d'erreur, et pas juste il y a une erreur. Et donc, grâce à tout ça, elle va pouvoir nous faire une synthèse en disant la plupart de vos utilisateurs rencontrent un problème sur telle page qui a tel nom au moment où ils cliquent sur tel bouton. Et donc, ça, quand vous lisez après cette synthèse, elle est du coup utile pour vous et vous pouvez vous baser dessus pour soit aller dire OK, je vais filtrer que tel type de session et je ne vais pas regarder mes 10 000 sessions, je vais en regarder 5. Ou alors, rien qu'en lisant la synthèse, j'ai déjà une bonne idée de ce qui se passe et je peux aller creuser et prendre peut-être déjà des décisions. Voilà. Donc, c'est pour ça que la qualité de cette donnée, elle est essentielle pour pouvoir livrer des features basées sur l'IA qui vont être utiles et qui vont bien fonctionner. Très intéressant. Et je voudrais revenir sur un truc, Simon, qui est hyper intéressant. C'est, toi, tu as dit que pour la fonctionnalité en question d'enregistrement de session, en fait, vous prenez le code, vous prenez l'enregistrement de l'écran avec la souris, etc. Et en fait, je trouve ce qui est hyper intéressant dans ce use case-là, c'est que on aurait tous tendance à se dire, l'IA, elle peut le faire. Enfin, je peux enregistrer. Aujourd'hui, j'ai tous les outils. Je peux enregistrer tout l'écran. Je peux prendre toute la data que je veux. Les modèles aujourd'hui sont capables d'analyser et d'ingérer et de digérer toute la data possible. Donc le raccourci, c'est de faire le plus simple et le plus gros, quoi. Sauf qu'en fait, là, ce que tu montres, c'est que oublions pas que, et là, on est quand même dans un webinaire tourné produit aussi, c'est que, en fait, notre métier, c'est bien ça aussi. C'est pas de se laisser aller à la simplicité, à la facilité. L'IA le permet, mais il faut penser performance, il faut penser coût, il faut penser aussi écologie. D'ailleurs, j'avais une question là-dessus aussi. Peut-être je t'embêterai un peu là-dessus, mais voilà. Et c'est hyper important de revenir bien à la conception et aussi évidemment aux besoins des utilisateurs, t'en parlais tout à l'heure, au business. Mais voilà, donc je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce use case là dont tu viens de parler, c'est les idées de solutions avec l'IA, elles arrivent super vite, mais ce sont pas forcément les meilleures et les plus adaptées. Et c'est aussi encore une fois là notre métier. Faut pas qu'on oublie notre métier et qu'il faut travailler sur la conception des fonctionnalités. Et pas se laisser aller à la facilité, à la simplicité que nous apporte l'IA aussi. Ouais, et puis en vrai, cette facilité, cette simplicité, elle est parfois surestimée. En vrai, tu vois, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que faut revenir à la base de notre métier. Tout étant devenu possible, il faut qu'on choisisse, et c'est pas parce que ça paraît faisable que c'est nécessaire de le faire. En vrai. Et deux, tu vois l'exemple que je montre à l'écran. Effectivement, ce que tu dis, genre le gros volume de données qu'on a, on le donne à l'IA et c'est magique, l'IA va se démerder avec ça et va nous sortir une synthèse qui sera pertinente. En vrai, non, c'est pas magique l'IA. C'est que des mathématiques. Et donc, si tu lui donnes des paramètres en entrée qui sont nuls, en sortie, le résultat sera nul. Garbage in, garbage out. C'est vraiment la règle, quoi. Et c'est pour ça que moi, je me donne cet exemple-là, parce qu'il est parlant, évidemment. Et tout le monde va faire ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais on travaille sur cette fonctionnalité d'IA. Premier truc qu'on fait, d'IA de synthèse des sessions, premier truc qu'on fait, c'est juste de voir si je donne des sessions à l'IA, qu'est-ce qu'elle me répond. Tu vois, c'est normal. Et je ne dis pas qu'il faut bypasser ce premier test, quoi, en gros. Mais par contre, ça nous a très vite illustré le fait que ça suffira clairement pas, en fait, de donner tout ce qu'on a à l'IA, ça suffira pas parce que voilà ce que ça nous sort. Donc,
on est obligé de passer par une étape de nettoyage, ou en l'occurrence, nous, dans cet exemple-là, d'explicitation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de rendre explicite la donnée, parce que si on ne fait pas ça, la donnée est de trop mauvaise qualité ou elle n'est pas suffisamment explicite pour que l'IA puisse nous sortir quelque chose d'intelligible pour un humain, en fait, quoi, et juste d'utile, en fait, quoi. Et donc, ouais, c'est notre rôle de dire, bah, OK, je prends du coup le fichier qui correspond à un enregistrement de session, quelle tronche il a, c'est quoi les données, OK, bah là, effectivement, resize de viewport, je le garde ou pas dans ce que j'envoie à l'IA, le clic sur un bouton, je le garde ou pas? Ouais, je le garde, mais en fait, j'ai besoin de lui dire que c'est un bouton qui s'appelle ABC, parce que sinon, la donnée, elle ne sert à rien. Et donc, il y a ce boulot qu'on a fait avec l'équipe tech aussi, quoi, tu vois, qui travaille sur cette feature, mais de rendre cette donnée explicite pour que l'analyse issue de cette donnée, elle soit utile et qu'on revienne à ça apporte de la valeur à mon utilisateur, quoi. Ouais. Yes. Donc, ouais, tu peux avoir l'illusion de la simplicité, mais en réalité, non, c'est jamais magique, quoi. C'est toujours, j'ai une donnée en entrée. C'est comme si tu fais un prompt un peu nul, bah, le résultat va être nul. Là, si tu as un prompt un peu nul et des données qui sont nulles aussi, bah, le résultat en sortie, il sera nul au carré, quoi. Tu vois, ce sera jamais magique, quoi, en fait. Donc non, Yes. ça demande quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant que product, on a un vrai rôle à jouer du coup là-dessus. C'est pas. Tu vois, moi, j'ai toujours été un peu frustré de ne pas vraiment savoir développer. Et des fois, je me disais, bah, cool, on va pouvoir se baser sur telle API pour proposer une fonctionnalité. Bah, je n'étais pas en capacité, moi, de tester les paramètres qu'on allait donner à l'API pour voir si le résultat. Et là, en fait, on a, nous, la capacité de faire ces tests-là de notre côté et d'impacter les résultats et de collaborer pour de vrai avec des développeurs là-dessus. Donc c'est cool parce que je pense que si on fait bien notre boulot, le résultat il sera d'autant meilleur pour nos utilisateurs et on va construire des fonctionnalités qui seront d'autant meilleures. Yes. Voilà pour ça. Et donc, sur les histoires de coûts et de choix technologiques et tout, et tu voulais parler un peu d'écologie, je pense que c'est aussi un petit peu lié. Nous, les premières expérimentations qu'on a fait, je pense comme tout le monde, on les a faites en se branchant à l'API d'OpenAI. C'était le chemin le plus direct et rapide pour sortir des trucs. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte assez vite, c'est qu'on a plein de clients qui nous disaient ah, c'est trop bien, mais en vrai, on n'a pas le droit de l'utiliser pour des questions de RGPD, de confidentialité de la donnée et tout. Et donc, nous, ces choix d'hébergement de la donnée, c'est des choix qu'on avait fait très tôt dans l'histoire de Scribe. Nous, nos données, elles sont hébergées 100% en France, chez les hébergeurs français. On n'est pas dépendant d'hyperscalers américains qui posent des vraies questions au niveau RGPD depuis toujours, et aussi des questions de souveraineté dans un contexte un peu de guerre économique aujourd'hui entre les US et l'Union européenne. Donc, on avait fait ces choix-là sur toute une partie du produit. Et sur l'IA, on avait justement un peu cédé à la facilité. Et en même temps, il y avait à ce moment-là pas tant que ça d'alternatives. Mais par contre, dès qu'il y a eu des alternatives, on a cherché du coup à voir si sur cette partie IA, on pouvait atteindre les résultats et la qualité d'analyse qu'on voulait avec des acteurs européens. Du coup. Et donc ça, à minima, je vous encourage à réfléchir à ça quand vous travaillez sur des fonctionnalités d'IA et de choisir le bon partenaire. Pour moi, il y a 3 manières en fait d'intégrer de l'IA dans son produit. Chacune a des avantages et des inconvénients, des impacts sur des sujets de souveraineté ou de RGPD et des sujets de coût. Et puis même, c'est vrai que je ne l'ai pas intégré là-dedans, mais aussi du coup des sujets écologiques, vu que tu abordais le sujet, Raphaël, tout à l'heure. Les 3 manières de fonctionner, c'est soit j'héberge le modem moi-même, ce qui est possible avec certains modèles de LLM open source, du coup, mais c'est aussi possible de le faire sur des petits modèles spécialisés. Par exemple, il y a des modèles qui vont faire que de la traduction, qui vont faire que de l'analyse de sentiments, qui vont faire que de la transcription de l'audio en texte, par exemple. Ça, on peut l'héberger soi-même. Ça permet, sur ces petits modèles, justement, peut-être d'avoir une maîtrise des coûts, parce que le coût va être uniquement le coût de son serveur qu'on va allouer à ça, en fait, du coup. Là où ça peut être sur des petites tâches comme ça, parfois plus cher de passer par des LLM, donc ça peut être intéressant. Et puis, ça garantit une confidentialité des données parce que les données, elles sortent jamais de votre infrastructure. Elles ne sont jamais confiées à des tiers. Par contre,
bah, nécessairement, ça ajoute un peu de complexité dans l'infrastructure. Il faut que vous gériez des serveurs supplémentaires. Et ça ne va pas être adapté à tous les cas d'usage. Notamment, si vous voulez héberger des LLM vous-même, notamment des LLM de Meta ou de Mistral, bah, pour le coup, les coûts vont être plus importants parce que c'est des modèles qui demandent plus de capacité de calcul. Donc là, sur la case coût et donc après répercussion potentiellement dans votre modèle économique, dans la facturation avec les clients, c'est à prendre en compte. Donc il y a des avantages et des inconvénients sur cette option-là. Deuxième option, c'est d'utiliser des modèles qui vont être hébergés sur des instances à vous. Le grand acteur qui fait ça, c'est évidemment Azure, parce que c'est les seuls qui proposent les modèles d'OpenAI sur des instances privées. Mais sur les autres modèles, il y a d'autres alternatives. Donc, Amazon le fait aussi, si vous n'êtes pas allergique au fait de travailler avec des hyperscalers américains. Google le fait aussi avec GCP sur ces modèles aussi. Mais il y a aussi des alternatives du coup européennes et françaises comme Scaleway, par exemple, chez qui vous pouvez acheter des instances privées où c'est eux qui s'occupent d'héberger des modèles d'IA. Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre là aussi de gérer des modèles spécialisés ou de bosser avec des modèles de LLM, mais sans vous avoir à supporter l'hébergement et les coûts. Ça permet d'adopter du coup facilement plusieurs modèles en fonction des besoins. Vous ouvrez des instances chez ces hébergeurs des modèles dont vous avez besoin. Ça vous simplifie le côté déploiement, maintenance, parce que c'est pas vous qui devez déployer les modèles et gérer leur consommation et tout. Mais par contre, attention, si vous travaillez avec des hyperscalers américains, il y a des vrais sujets de non-conformité au RGPD. Et donc, il y a un sujet de quel type de données vous confiez à ces partenaires-là, clairement. La troisième option étant d'utiliser directement les API des providers. Donc, vous allez vous brancher à l'API d'OpenAI, à l'API de Mistral. Et là, c'est le plus simple possible. Et du coup, j'ai plutôt tendance à recommander ça sur les premières phases pour prouver l'impact, créer des business cases et tout. Et après, pouvoir dire en interne, bah, ça vaut peut-être le coup qu'on héberge nous-mêmes ou qu'on prenne des instances parce qu'on a des problématiques voilà, de confidentialité, de volume et tout. Mais au moins, là, bah, pour utiliser notamment des LLM, c'est ce qui va coûter le moins cher. En vrai, c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de l'intégrer directement dans les plans globaux. C'est que les prix sont vraiment très abordables et ils ont plutôt tendance à réduire les prix dans la durée et pas à les augmenter. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mais bah, la limite qu'on a sur le fait de travailler avec des hyperscalers américains, on l'a aussi si vous vous branchez aux API des modèles américains, en fait. Si vous vous branchez à l'API d'OpenAI, bah, sur le papier, en tout cas, il y a un vrai sujet de conformité au RGPD. La CNIL le rappelle régulièrement. Et donc, je vous encourage à ne jamais transmettre la moindre donnée personnelle à propos de vos utilisateurs si vous faites ces choix-là, quoi. Voilà. Donc, nous, on a fait nos premières expérimentations en se branchant à l'API d'OpenAI. Voilà, on a vite vu la limite de ça et l'incohérence avec ce qu'on défendait depuis le départ, l'hébergement des données en France et tout. Donc aujourd'hui, nous, on travaille avec Mistral pour la quasi-totalité de nos use cases. On a un petit peu de modèles hébergés sur de l'analyse de sentiments et tout, mais sinon, on passe par Mistral. On est aujourd'hui branché à l'API de Mistral. Donc, malgré les gros volumes qu'on a et tout, en vrai, ça peut tenir. Je pense qu'à un moment donné, on arrivera à du modèle hébergé chez un hébergeur. Je vois qu'il y a une question sur qui sont nos fournisseurs de cloud. On est effectivement chez OVH et chez Scaleway. Ils proposent, eux, d'avoir des instances managées chez eux de ces modèles-là. Je pense qu'arrivé un moment, on basculera là-dessus. Mais aujourd'hui, on utilise l'API de Mistral qui garantissent l'hébergement en Europe. C'est une société de droit français. Et quand vous utilisez leurs API de manière payante, ce n'est pas le cas quand c'est gratuit, mais de manière payante, contractuellement, ils garantissent que les données ne sont jamais réutilisées pour entraîner les modèles. Quand vous l'utilisez en mode gratuit, ils peuvent réutiliser les données, mais quand c'est en payant, ils ne les réutilisent pas. Donc, c'est suffisant pour répondre aux exigences d'un point de vue RGPD de nos clients aujourd'hui. Et puis, par rapport aux standards que nous, on veut s'appliquer aussi, ça collait bien, alors que les providers américains collent clairement pas là-dessus. Sur des requêtes ou des prompts très, très avancés, peut-être que Mistral n'est pas toujours à la hauteur par rapport à de l'OpenAI et tout, mais sur nos use cases à nous,
c'est au moins aussi bien. On n'a pas du tout constaté de dégradation quand on est parti d'OpenAI pour aller sur Mistral. Et au contraire, puisque les modèles évoluant dans la durée, on a des résultats qui sont toujours meilleurs au fil du temps. Donc on est assez content d'avoir fait ce choix-là. Voilà. Super clair. J'ai une question d'ailleurs direct sur Mistral. Niveau coût, c'est équivalent aux Américains? Oui. Oui. C'est pas plus cher en tout cas. Je peux pas te dire genre au centime près, là, mais en vrai, on n'a pas eu d'explosion de la facture en basculant chez eux, c'est resté identique. Ok, intéressant. Voilà pour cette partie-là. Et puis du coup, un peu en synthèse, les conseils qu'on peut donner et ce qu'on a appris nous de tout ça, et en espérant que ça puisse vous être utile, c'est je suis fondamentalement convaincu que nos métiers de product n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui parce que il faut voir l'IA uniquement comme une manière d'apporter de la valeur aux utilisateurs et pas comme un truc magique qui peut tout faire. En vrai, ça va faire ce que vous voulez que ça fasse. Et donc, à nous de nous assurer qu'on lui demande de faire des trucs qui vont être utiles pour nos clients et nos utilisateurs. Donc, je pense que vraiment, dans l'histoire du product management, notre rôle n'a peut-être jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Deux, ce qui est cool, c'est que ça aussi, c'est quand même une nouveauté dans l'histoire de notre métier, c'est que on n'a jamais été autant en capacité de faire des choses par nous-mêmes qu'aujourd'hui, et notamment d'expérimenter et de voir si, à partir d'un jeu de données dont on dispose, on peut arriver à des résultats satisfaisants pour nos utilisateurs. Tout ce travail-là, on peut le faire nous-mêmes avant d'aller solliciter de la ressource tech. Et on sait que dans toutes les boîtes, peu importe combien de développeurs on n'en a jamais assez. Et donc, autant les solliciter sur des sujets sur lesquels on va être sûr en fait, du résultat qu'on va obtenir. Et donc, là, on a la capacité, nous, d'expérimenter plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'outils du coup, qui sont sortis ces dernières années qu'on n'avait pas forcément il y a 2 ou 3 ans quand tout ça a commencé à sortir et qui nous permettent d'être toujours de plus en plus en capacité d'expérimenter nous-mêmes. Donc, il y a évidemment le playground d'OpenAI. Il y a Zapier, j'en parlais tout à l'heure, je vous ai montré un peu comment j'avais bricolé des trucs, mais qui m'ont permis quand même d'avoir en output, pas la bonne expérience qu'on va proposer à nos users, mais en output de tester les données. Donc ça, c'est cool. Et ils ont vachement, évidemment, augmenté leur offre création d'agents et tout chez Zapier depuis. Donc, ça permet vraiment de tester plein de trucs. Il y a Lovable qui permet de poker des choses, de faire des MVP, y compris en disant, tiens, dans l'outil que je suis en train de développer via Lovable, branche-toi à l'API de Mistral pour faire tel et tel traitement. Donc, vous pouvez comme ça construire des POC ou des MVP, des démonstrateurs un peu internes qui seront un peu complets sans avoir besoin de savoir coder quoi que ce soit. Et puis, il y a des outils qui se positionnent maintenant comme étant vraiment des outils pour les équipes produits, pour nous aider en fait dans le développement de nos features IA. Il y en a deux que je trouve vraiment intéressants. Il y en a un qui s'appelle Workflow AI, qui en fait nous permet de comparer nos prompts et les jeux de données dont on dispose sur tout un tas de modèles en parallèle en fait. Et donc c'est pas un outil qui est gratuit, mais vous payez l'abonnement à l'outil qui c'est vraiment pas très cher et ça inclut le coût des modèles directement dans l'abonnement. Parce que eux, en gros, se rémunèrent après ils ont négocié des tarifs avec les modèles et donc c'est sur l'écart entre ce qu'ils vous facturent et ce que ça leur coûte qu'ils se rémunèrent. En fait, quoi. Donc, ce qui est cool, c'est que sur un même écran, vous pouvez dire tiens, je vais comparer Mistral, OpenAI et Claude et voir qu'est-ce qui me sort le meilleur résultat. Et il vous calcule les coûts de chaque modèle aussi. Donc, à partir de ça, vous pouvez dire, en fait, je vais choisir tel modèle pour ce use case parce que, OK, c'est pas le meilleur résultat sur l'output, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix, par exemple. Vous pouvez, du coup, vous, prendre ce genre de décision et faire des recommandations en interne facilement avec ce genre d'outils. Et Basalt, c'est une boîte française, ça pour le coup, et ils vous aident. Pareil, l'outil a pas mal évolué depuis qu'ils sont sortis, donc maintenant il y a beaucoup de métriques, un peu d'observabilité sur la qualité des réponses des API, machin, mais ils ont une feature historique qui est un peu genre, ils vous aident à écrire vos prompts. Donc vous lui dites un peu qu'est-ce que vous aimeriez faire comme feature et tout, et ils vont vous aider de manière itérative dans l'interface à
à avoir le bon prompt qui va donner le meilleur résultat par rapport à ce que vous souhaitez délivrer. Donc, c'est des outils qui peuvent être assez cool à tester et qui peuvent vous aider dans votre démarche de sortie de feature IA. Point numéro 3, je le disais, travaillez bien la qualité de vos données. J'insiste, garbage in, garbage out. L'IA, c'est pas magique, ça va sortir des choses basées sur ce que vous lui donnez en entrée. Donc, c'est un enjeu quand même. Et puis, point numéro 4, j'insiste, c'est un point sur lequel on est fondamentalement convaincu chez Scribe, mais c'est pas vrai que sur l'IA, mais c'est particulièrement vrai sur l'IA. Attention aux partenaires américains avec qui vous décideriez de travailler, surtout si vous manipulez des données personnelles. Je pense qu'on n'est qu'au début de la compréhension de ce qu'ils font un peu avec ces données-là. Et quand je dis données personnelles, ça peut être aussi des données sensibles, stratégiques pour votre entreprise, etc. Voilà, il faut bien se méfier de ça. Et si vous le pouvez, essayez de privilégier les alternatives européennes. C'est vrai pour tout, mais c'est aussi vrai, et c'est d'autant plus vrai quand il s'agit de travailler sur de l'IA. Voilà pour ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Il nous reste encore quelques minutes s'il y a des dernières questions, mais en tout cas, j'espère que c'était utile et que ça vous a appris des choses. Merci beaucoup, Simon. En tout cas, c'était super clair. Ouais, est-ce qu'on a des questions encore? Avec plaisir. Beaucoup de remerciements. Donc, non, merci à vous d'avoir été là et ouais, encore une fois, j'espère que ça pourra aider certains ou certaines dans les réflexions et dans comment est-ce qu'on met ça en place. Et puis, moi, je suis toujours hyper dispo pour échanger sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas via LinkedIn. Déjà, j'essaie de publier de temps en temps des contenus autour de ça. Et puis, si vous voulez qu'on discute de vos enjeux ou de potentiellement comment Scribe aussi pourrait vous aider, voilà, toujours dispo et c'est toujours avec grand plaisir pour parler de tout ça. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter via LinkedIn. Ce sera l'endroit le plus rapide pour faire ça. Top. Merci beaucoup, Simon. C'était hyper intéressant. Très actionnable aussi. Et puis, on se dit tous à bientôt et surtout bon appétit. Merci tout le monde. À très vite. Salut, Simon. Ciao.